Bonjour à tous et bienvenue sur RAR, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Je suis pas avec n'importe qui, je suis avec une superstar aujourd'hui qui s'appelle Selim. Hello Selim. Salut Cani, comment ça va? Bah, ça va et toi? Ça va super bien. Le Superstar, je vais me mettre à rougir. C'est trop. C'est trop. C'est trop? Je dois t'appeler comment alors si t'es pas une superstar? Maître, je sais pas, tu vois, Maître? un truc simple, quoi. Maître, sensei, enfin, un truc de base, quoi. Dès que t'es dans la transmission d'un savoir vers les jeunes générations. Non, Selim, ça ira très bien. J'allais te dire j'aime bien Sensei, mais bon, Selim on peut faire... Enfin, je pense que je vais le laisser quelque part au bout d'un moment, pendant 1h30. On va faire Selim, ce sera très bien. Bah, écoute, bienvenue à toi. Est-ce que tu vas bien? Au top, je vais très très bien. Tu sais, demain c'est mon anniversaire, donc là je suis trop content. Je C'est bosse, vrai? je suis en train de préparer des trucs de fou, donc grosse énergie. On enregistre, on est Waouh. mercredi, grosse énergie le mercredi. C'est vrai, à l'heure où on tourne ce podcast, on est le 19, donc tu es né le 20 novembre. Scorpion, Évidemment, je suis né le 8 novembre, donc ça me fait plaisir c'est pas mal, c'est pas C'est mal. C'est moins que- bien, c'est pas mal. Je ne dirai rien parce qu'il faut que je te garde en otage pendant 1h30, mais je suis pas là. Bah écoute, bienvenue à toi Céline, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu vas voir, j'ai plein de questions à te poser, dont 5. Les 5 premières questions, tout le monde a les mêmes questions. Donc voilà, tu verras, il y a des questions qui sont sympas. Enfin, je pense qu'elles sont sympas. Are you ready? Vas-y, shoot. Allez, c'est parti. Si tu devais te présenter à ta grand-mère, ton métier, plus simplement, vraiment sans les gros jargons, etc., comment tu te présenterais aujourd'hui? J'écris la publicité que tu regardes, mamie. Voilà. Je ferai simple parce que je suis pas sûr qu'elle reçoive encore des journaux dans sa boîte aux lettres. Je suis pas vraiment sûr qu'elle navigue beaucoup sur Internet, donc j'irai sur le plus petit dénominateur commun. Qu'est-ce que connaissent tous les gens, la pub à la télé? Ok, j'écris de la pub. Comme ça, ah, c'est toi qui écris les spots télé. Pas du tout. J'écris pas du tout les spots télé. Mais tu vois, je peux pas dire à ma grand-mère, alors j'écris les séquences mail, j'écris les pages de capture, j'écris les pages de vente. Vas-y, flemme, elle va pas suivre. J'écris de la pub. J'écris des textes de vente. Comme ça, au moins, ah, d'accord. Là, elle comprend. Beaucoup plus simple pour mamie. Mais tu sais, je t'attendais au tournant sur cette question parce que autant sur les autres invités, surtout dans les métiers du marketing qui sont très anglicisés, etc., c'est une question qui est hyper dure, même pour moi, hein. Bien sûr. C'est hyper dur. Mais au vu du sujet d'aujourd'hui, si tu y arrivais pas, j'allais dire, est-ce que j'ai bien invité la bonne personne? Et ah, problème technique, ah, on peut pas continuer, le micro il marche plus. Non, 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 c'est hyper important, tu sais, surtout que on est sur un métier, le copywriting, on doit vraiment le définir. Écrire des textes qui font vendre, écrire un texte pour pousser le lecteur à l'action. Tu vois, déjà là, quoi, pousser le lecteur à l'action, déjà ça devient un peu plus flou. Alors que écrire une pub, ah ouais, je vois l'idée. Bah écoute, c'est splendide, c'est littéralement le sujet de ce podcast. On va aller en détail là-dessus. Juste avant, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce qui t'anime au quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que littéralement tu sors de ton lit et que tu ouvres ton ordinateur? La discipline, c'est le point numéro un. En fait, j'aime travailler. Tu vois, le truc, c'est que j'ai toujours aimé travailler. J'aime bien me faire mal, que ce soit le sport ou que ce soit le travail. Donc, il y a même pas de sujet. Tu vois, il y a même pas de sujet. Le réveil, il sonne à 7 heures quand ma fille m'a pas réveillé avant. Je me lève comme un robot, ça caille, je me jette sous la douche et puis ensuite, ok, je sais. En fait, je suis déjà chaud d'avance parce que ma to-do list, elle est déjà prête de la veille, évidemment, et je sais ce que je dois faire et je sais que, en fait, ma to-do list aujourd'hui, elle pourrait être prête pour les 5 années à venir. Donc, je m'en fous. C'est juste brique par brique, ça prend un temps fou. Surtout quand tu vas être sur une stratégie d'écrire des articles SEO. Voilà, le truc, ça prend 1000 ans, mais c'est le jeu. Et être conscient que le travail, c'est un processus, quoi, que ça prend du temps. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me lève? Ouais, vraiment, c'est l'envie de réussir à long terme. Tu vois, en fait, c'est ça vraiment. L'envie de réussir à long terme. J'ai passé l'âge du délire de je veux devenir riche en 2 ans. Ça, c'est bon, c'est pas le but du jeu.
Je vais avoir 42 ans demain. L'idée, c'est de se dire, ok, c'est quoi la suite pour vivre mes vieux jours tranquilles et équiper ma fille intelligemment, tu vois? Comment je fais pour bosser le plus, bourriner le plus pendant la journée, pour passer mon temps avec elle au petit-déj et passer du temps le soir quand elle rentre de l'école. En fait, c'est vraiment juste ça. Et en forçant ces contraintes, parce que je pourrais me dire, ah, vas-y, laisse tomber, moi je continue de bosser, elle reste avec sa mère et je la verrai quand je la verrai. C'est pas mon but, c'est pas mon rapport au travail, tu vois. Donc là-dessus, c'est se dire, j'ai des contraintes de temps, matin, soir, je dois bourriner dans l'intervalle pour pouvoir profiter d'elle le plus possible. Ça, c'est ma vision de la réussite. Si j'arrive à bien bosser, bien avancer, en la voyant elle, gagner. J'aime beaucoup ta réponse dans le sens où, dans ce podcast, enfin, t'es pas le seul parent, j'ai eu d'autres parents qui sont venus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as la vision en termes d'objectifs dont tu as parlé, et t'as aussi la contrainte, si je peux appeler ça comme ça, effectivement, en termes de temps. C'est pas comme moi qui ne suis pas mariée ou qui n'ai pas d'enfant, ou 24 heures, enfin, les 24 heures que j'ai, Mais j'ai ta vie, elle est à toi. Tes 24 heures, elles sont à toi. Le jour où tu as un enfant, déjà, c'est plus pareil. C'est fini. Déjà, ton corps, Ouais. il est plus à toi. Ton temps, il est plus à toi. Galère. Non, c'est une vision que j'aime bien. Et je le note justement pour que quand ce moment arrivera, que je remette en question. Non, mais c'est ultra intéressant, tu sais, pour moi, de voir parfois des plus jeunes, parce qu'il m'arrive de former des jeunes. Je reçois parfois des mails aussi de ouais, par où je dois commencer si j'étais toi. Et je revois ma vingtaine. Moi, j'étais insouciant, j'ai fait nimp. Mais vraiment, genre, le travail, c'était le cadet de mes soucis. À 20 ans, moi, j'étais immortel. J'allais vivre comme ça pendant 140 ans, tranquille, à Hmm. sortir, à faire la fête. Et à un moment, tu vois, ah ouais, j'ai cramé toute ma vingtaine, ok, j'ai rien bâti. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se réveiller un peu. Tu vois, tu as des gars qui se réveillent à 40 ans, d'autres qui se réveillent à 22. Moi, j'étais pas particulièrement éveillé ou précoce sur cet aspect-là. Mais maintenant que c'est là, ça me donne une bonne dynamique, un bon objectif. Et au final, ça n'a pas trop le choix. Au final. Ah si, je pourrais, mais je pourrais rien glander, tu rigoles. Je pourrais Oui. décider d'aller prendre un CDI, faire juste mon travail, ou je pourrais décider de... Tu vois, t'as toujours le choix, mais moi j'ai un choix qui est assez ambitieux et ça passe par quand même des sacrifices assez gros que je m'impose sur la production de livres. Tu vois, par exemple, Hmm. te dire que, ok, moi dans le développement de mon travail, je vais passer par l'écriture de livres, c'est dur, c'est du 6 mois de travail, c'est 3 à 6 mois de travail, un bouquin sur la partie conception, écriture, et puis après, tu as encore toute la partie promotion. Non, non, ça prend beaucoup de temps pour un résultat incertain en plus. Tu vois, c'est pas comme si c'était garanti que je vais passer toutes ces heures-là. Quand tu sais que tu vas passer, je sais pas moi, 10 heures par semaine à la salle, tu sais qu'il y a un résultat. Quand Hmm. tu passes 10 heures sur l'écriture d'un bouquin, enfin 10 heures, pardon, on va parler plutôt de 200 heures sur l'écriture d'un bouquin, il va se passer à rien, ça se trouve derrière. Et justement, enfin, ça fait pas partie de tes 5 questions, mais je rebondis parce que ça m'intéresse. Est-ce que le fait d'avoir cette vision de long terme dont tu parlais tout à l'heure, ça va aussi en corrélation avec ton job au final, comme tu as dit, t'as pas des courts projets, tu as des projets qui sont quand même assez longs. Est-ce que est-ce que ça te force à regarder sur le long terme à chaque fois, au final, même sur tes objectifs perso? En fait, ce qui se passe, c'est que dans la partie copywriting, nous, on est tout le temps considéré comme le bad guy qui veut du cash rapidement. Ok? On fait des lancements, on fait une séquence mail, on fait un truc ultra violent pour presser le citron maintenant, Hmm. pour prendre tout l'argent maintenant. Mais de l'autre côté, il y a l'impératif de branding. Tu vois, nous, on est court terme. On est jugé. Moi, mes clients, ils me jugent quand un client comme Velux, il vient me trouver pour préparer des séquences email. Je suis jugé à ma capacité à générer du clic et de l'argent. Bien sûr. En revanche, de l'autre côté, tu as le directeur marketing, tu as les gens responsables du branding, qui est un enjeu à long terme, la réputation. Ok? Et donc, en fait, il faut essayer d'équilibrer un petit peu ça. Donc, je vise quand même toujours le long terme. C'est pour ça que j'ai parlé de long terme, mais je suis jugé sur mes résultats à court terme. Je ne peux pas dire à un client, ouais, non, là, on s'est un peu raté, mais t'inquiète, j'ai bien préservé la brand, tout était vraiment gentillé, tout était vraiment bien parlé dans le tone of voice de la marque, j'ai bien parlé comme vous m'aviez dit dans le brand book. Ouais, mais bon, si c'est pour faire rien, s'il n'y a aucun résultat, ça va pas. Donc non, non,
Je sais plus qui disait ça, c'est tu dois penser et planifier comme si tu allais être éternel, mais vivre dans une sorte d'urgence comme si tu allais mourir demain. Bah en fait, c'est un peu ça. Et tous les jours, bourriner le plus possible sur les projets, en te couchant en te disant, ok, c'est cool, je suis crevé, j'ai bien bossé, je suis content de ce que j'ai effectué parce que ça me rapproche. C'est une brique supplémentaire pour le château fort, pour la pyramide. Et demain, on y retourne, c'est reparti parce que tu as la vision. Tu vois, tu as cette vision à long terme. C'est ça, j'aime bien. Ça, j'avoue que j'aime bien. Et puis, à la fin, de toute façon, c'est toujours ça. Ça n'aura de sens que le jour de ta mort. Bien sûr. C'est vraiment le point final, ce qui donne le sens à tout. Sinon, avant, bon, tu fais des trucs, t'essayes à peu près que ce soit raccord, que ce soit cohérent. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. C'est pas grave, hein. Même chez les big boss, tu as toujours des projets qui sont ratés. Jeff Bezos, il peut te raconter toute la liste de ce qu'ils ont foiré chez Amazon. Le patron de Free, Xavier Niel, pareil. Pareil, il te dit, mais je suis le mec qui a le plus échoué dans l'entrepreneuriat. Pas vrai non plus. Mais il a planté un tas de projets impressionnants. Mais c'est le jeu, tu vois. Et de ne pas perdre l'enthousiasme en cours de route, même quand c'est loin. Parce qu'un projet qui est long, tous les managers de projet, chefs de projet, il y a toujours cette vallée de la mort. Tu commences, t'es chaud, et puis oh là là, tu rentres ensuite dans la galère la plus absolue, tu prends du retard, tout devient dur, et les 20 derniers pourcents, ils sont super durs. Je... J'adore cet épisode déjà. Ça fait 10 minutes qu'on parle. J'adore vraiment cet épisode. En fait, si tu veux, moi j'ai ma trame, toi tu la connais pas. Donc en fait, je sais qu'on va aller dans certains détails, mais en fait, si tu veux, dans ce que tu as dit déjà, avant que je continue, il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais personnellement. Tu as parlé de justement ce qu'on va faire avant la mort, etc. Moi, je sais que par exemple, quand je planifie mes projets, j'aime bien mettre l'année sous le signe d'un mot qui change souvent pendant l'année. Et tu vois, pour moi, l'année 2025, le mot c'était héritage. C'était le mot héritage, justement. C'était de mettre en place des choses qui vont laisser quelque chose derrière moi. Tu vois, Ouais, j'avais ce ah, truc. bien sûr. Et je me reconnais vachement dans ce que tu dis, dans le sens où bah, c'est ce que je me suis dit en janvier. Nous sommes actuellement en novembre. Il s'est passé plein de choses qui vont dans mon sens et qui ne vont pas dans mon sens aussi. Des résultats dans ce que j'ai pu produire qui vont dans mon sens, mais qui vont aussi pas dans mon sens. Mais pour moi, c'est ça qui met aussi le sel un peu dans ce qu'on met en Ouais, place, bien peut-être sûr, bien aussi dans sûr. ce que tu mets de ton côté, mais complètement raccord. T'as commencé un petit peu à répondre à la question que j'avais après, c'était sur la partie rituel et habitude que tu as, notamment le matin. J'avoue que je suis obsédée par ça. J'aime bien savoir ce que les personnes font quand elles se lèvent, littéralement. T'as un peu parlé de to-do list que tu fais la veille, ça va aussi dans ce cadre. Mais est-ce que tu as d'autres rituels qui te définissent aujourd'hui? Écoute, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai été élevé par un papa militaire. Donc, le rituel, quand on était gamin, c'est les habits, ils étaient prêts la veille au soir. Tous les dimanches soirs, on cirait nos chaussures pour la semaine qui arrivait. Et l'autre jour, quand j'ai dit ça à ma femme, elle fait, hein, cirer tes chaussures? Je fais, bah ouais, normal, pas vous. Tu vois, parce que pour moi, c'était normal. On faisait ça. Parce que c'est l'armée aussi, tu vois. Hmm. Là, aujourd'hui, j'en ai quand même un petit peu moins, je te dirais, mais parce que le matin, ça va vite. Le matin, il est dédié à ma fille, donc j'ai déjà mis toute la table la veille au soir, tout est prêt. Je me lève, c'est vraiment douche, je me prépare, je me maquille, tout est nickel. Je réveille la petite, petit déj, je la dépose à l'école, et en fait, c'est à partir du moment où je rentre que là, on rentre dans le vrai jeu. Il y a le boulot. Et le matin, moi, les règles, en fait, parce que ça me vient des bouquins de productivité que j'avais lus, euh, c'est directement, j'attaque par les gros textes, d'accord? On dit Eat the Frog de Brian Tracy. Dans Eat the Frog, c'est vraiment, tu manges ta grenouille, tu manges le crapaud le plus dégoûtant de la journée, ta plus grosse mission, celle qui va te vider le cerveau, celle que tu n'as pas envie de faire, tu la fais le matin quand tu es plein d'énergie. Parce qu'après, en fait, au fil de la journée, ton niveau d'énergie, il va baisser. Et surtout, si tu réussis à manger cette vilaine grenouille le matin, après t'es tranquille, il te reste que des petites missions par-ci par-là. C'est hyper important de commencer par une victoire. Et si je commence par des broutilles, un peu de compta, deux, trois commentaires LinkedIn, des conneries comme ça, laisse tomber. Je mets trop de temps à démarrer. Donc ça, vraiment, c'est la première règle. C'est pas trop d'internet le matin. Pas parler à des humains le matin. Je prends pas de call le matin. Je fais pas de podcast le matin. Je parle pas à des humains. D'accord? Parce que ça me vide. Ça me vide complètement de mon énergie. Et moi, mon énergie, elle a besoin d'être mise dans la création de textes. Hmm. Si je dois tourner des vidéos, je le fais le matin.
Parce que pareil, je suis chaud, je suis réveillé et tu le sais quand on anime un podcast, quand on fait des interviews, quand tu prépares des vidéos, tu dois donner beaucoup d'énergie. Donc moi je finis, je suis rincé complètement, quoi. Et donc voilà, ça c'est mes règles, c'est tout. C'est vraiment ça, hein. C'est le matin, je parle pas des humains, je prends pas de call le matin et je touche pas mes mails avant 11 heures du mat. En gros, j'essaye vraiment matin, 9 h 11 h le premier gros texte. Gros texte parce que pour moi, ça veut dire dans ma stratégie de création de contenu, j'ai le gros texte qui va aller sur le blog et qui ensuite devient un post LinkedIn, devient un post Instagram, devient peut-être un short ou une vidéo YouTube, mais ça part du gros texte. Le blog, pour moi, ça reste la maison mère. Je te remercie pour ta réponse. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as dit également sur l'énergie que tu emploies et l'énergie que tu alloues à certaines personnes, certaines tâches, etc. Je suis un peu pareil. Je sais que le lundi, vendredi, je prends zéro call, par exemple. Vraiment, c'est des jours où je veux y aller. Tu vois, je vais commencer ma journée ma semaine doucement et la terminer doucement. Le matin, j'en fais pas beaucoup. Ou quand je l'ai fait, c'est à partir de 11 heures. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Voilà, et par contre, vraiment, les gros des calls et le gros des appels ou quand je me sociabilise, je fais des podcasts, etc. Bon, du coup, les auditeurs, vous le saurez, quand je fais du recording de podcast, c'est mardi, mercredi, jeudi, et c'est tout. Et c'est tout, sauf exception où mon invité, vraiment, c'est vraiment pas possible en semaine, il est en CDI ou autre, ok, pas de souci, le vendredi. Mais je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Et c'est rigolo parce qu'en préambule, avant qu'on lance le recording, on parlait de livres qui se ressemblent beaucoup. Donc, tu as parlé de Eat the Frog et alors, je sais plus quel livre j'ai lu qui parlait du même concept, mais avec un autre mot. C'était littéralement Eat the shit sandwich. Donc, Ouais, mais forcément. le sandwich au caca, qui veut dire, enfin, c'est le même concept. Exactement pareil. Mais c'est la même chose et c'est pour ça, tu vois, quand aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de trouver des bons bouquins avec des nouveaux concepts parce que je lis des bouquins business maintenant depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Mon premier, ça devait être... Alors, le vrai premier, c'est 2007, quand je suis sorti d'école. J'ai commencé à lire des livres sur la pub en 2000, mais les vrais premiers bouquins business et productivité, c'est en 2007. Et en fait, je ne vais pas dire qu'on a tout dit, mais maintenant, juste tu le dis un peu de manière différente. Il y a combien de bouquins sur la productivité? Laisse tomber, pas, c'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire Hmm, de raccord, lire les nouveautés, en fait. raccord avec ça. Sauf la nouveauté que tu as sortie. On en parlera après. Non, mais alors ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Pour en parler après, j'expliquerai pourquoi. Il n'y a pas de souci. Tu auras ton moment pub, promis, promis. Trop bien. Tu sais que je suis venu ici pour ça, hein. Oh, ça, c'est pas 100%. Non, je rigole. Bah, justement, on est en train de rigoler. C'est quoi le dernier truc qui t'a fait rire, mais rire aux larmes? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, mais du coup, je vais pas pouvoir le partager Ah! parce que non, c'est pas très bien 2025. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être trop tristes. Moi, je suis pas du tout politiquement correct sur l'humour. J'aime vraiment bien les trucs plutôt trash et je l'ai montré à ma femme. Elle a explosé de rire, donc j'étais content. J'étais très content. Tu sais, en fait, genre, je sais pas, 2010-2011, j'étais tombé sur un article qui parlait de la rirothérapie. De rire, Ouais. juste se soigner par le rire. Et du coup, moi, j'ai un faux compte Instagram sur lequel je ne suis que des humoristes. Et comme ça, quand j'ai envie de me détendre un peu, je switch, je quitte Céline Refer, mon compte Instagram, je passe sur l'autre, le fou du rire, là, je sais plus comment il s'appelle, un faux truc. Je me mets dessus et je scrolle et je rigole comme un âne tout seul dans mon bureau. Et parfois, ma femme, elle vient frapper, genre, mais ça va, il se passe quoi et tout. Donc voilà. Non, c'était hier soir, avant de me coucher. Bon, on ne saura pas le sujet et je creuserai pas là-dessus, mais euh, anecdote aussi de mon côté. Bon, moi, je travaille depuis chez moi. J'ai la chance d'avoir une pièce vraiment dédiée à mon activité. Mais il faut savoir que bah, mon écran est là, juste derrière, il y a le voisin. Et j'avais record un jour un épisode avec un de mes invités. On avait bien rigolé. Et il y a mon voisin qui voulait rigoler avec nous. Parce qu'il est venu toquer un jour et il a dit, excusez-moi, bon, il voulait me dire que voilà, j'avais fait peut-être un peu trop de bruit et là-dessus je comprends. Bien Et il sûr. disait,
à la fin, parce il est quand même sympa, et à la fin, il disait, mais par contre, j'apprécie, même si vous m'avez un peu dérangé, mais le fait de vous entendre rire, ça m'a fait quand même rire. de notre- Complètement, quand c'est communicatif comme ça, c'est parfait. C'est clair. Et dernière question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est selon toi, qu'est-ce qui fait de toi une personne rare, Céline? Ouais, alors j'ai bien une blague ou deux à te lâcher sur le sujet, mais est-ce que tu connais beaucoup des gens qui ont un prénom plutôt arabe avec un nom de famille juif et qui en fait sont catholiques alsaciens? Je crois pas trop. Non, tu vois. C'est en fait, et c'est ça qui est assez intéressant quand je dois réfléchir parfois à mon marketing. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans la partie storytelling, branding, qui m'ont dit, mais tu devrais trop jouer là-dessus et tout. Mais pas du tout. En fait, tu vois, moi, c'est un truc qui ne m'intéresse pas sur cette partie communautaire ou pas. En fait, c'est que j'ai tellement d'influences différentes dans mon parcours de vie que j'arrive pas à me définir comme étant l'un ou l'autre. Je suis juste français, tu vois. Et c'est en ça. Regarde, j'ai une tête de prof. Je suis juste brun à lunettes avec une barbe. Je pourrais être un vieux prof chiant ou un hipster on dit plus hipster aujourd'hui. Il a disparu en 2012 le mot. Il était là et puis après, Moi, je le dis on lui... toujours, C'est personnellement. vrai, tu utilises Ouais. encore. Je Ouais, suis je un crois peu que c'est... ringarde aussi sur les Ouais, mais réseaux. c'est ça. Ouais, c'est parce que tu vis en province, la honte. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Moi, tu sais, j'ai quitté Paris il y a 4 ans. Maintenant, je vis au fin fond de la campagne et tout. Donc, parfois, je le dis à mes potes. Ah, mais les gars, je vis au fin fond de la campagne et tout. C'est différent. J'ai vécu toute ma vie en province, à part quand j'ai fait 15 ans à Paris, tu vois, pour le début de ma carrière. Et c'est bien aussi. C'est une partie de la France. C'est différent. C'est pas le même game. C'est autre chose. C'est pas C'est pareil. complètement autre chose. Et du coup, j'ai complètement oublié ta question. Ce qui me définit, ouais, j'ai vécu dans toute la France aussi. Tu vois, je t'expliquais, avec un papa militaire, tu déménages beaucoup aussi. Donc tu es obligé de t'adapter au parler régional à chaque fois. Entre les Hmm. gars qui te disent un pain au chocolat et la réalité et la chocolatine. Tu vois, mais je suis obligé d'expliquer parfois l'importance de la chocolatine à Bordeaux sur le bassin d'Arcachon. Mais vu que je suis alsacien, tu dis quand même pas au chocolat. Ah ouais, je sais pas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que mes clients, tu vois, tous ceux qui viennent pour mes formations en copywriting, ils sont un peu dans toute la France et je connais le village à côté de chez eux, je connais quelqu'un dans leur village, j'y suis déjà allé. Tu vois, c'est un peu, moi, mon jeu préféré, c'est Question pour un champion. Et à l'époque de Question pour un champion, Julien Lepers, il avait toujours des anecdotes sur tous les villages de ses candidats, C'est tu vrai vois. ça, c'est vrai. Et moi, en fait, c'est peut-être pas la ville exacte, mais au moins la région. Je sais que j'y suis déjà allé, quoi. On a un pays qui est incroyable. Et voilà, plutôt que d'aller en Thaïlande ou quoi, vas-y, juste va en Bretagne, il y a des trucs de fou. Va à Marseille, va à Cassis, dans les Calanques. Donc ouais, non, la France. Mais c'est intéressant ce que tu dis, donc si je résume un petit peu, ce serait plutôt ta capacité d'adaptation et même, enfin, Ouais, je pense qu'on va en parler au final dans ce podcast, c'est que c'est presque un icebreaker, enfin, ce truc-là, je le réserve bien au chaud, mais tu as cette capacité, entre guillemets, à discuter avec n'importe qui dès les premières secondes au final. c'est ultra facile. C'est ultra facile. Et puis surtout, en fait, tu vois, ça va avec. Tout va ensemble en fait. Tous les déménagements me forcent à chaque fois, quand je suis gamin, à m'adapter. Tu veux pas être seul, tu veux des copains. Donc, j'ai développé le foot. Je suis pas devenu joueur professionnel non plus, mais quand tu es un garçon en France ou dans le monde d'une manière générale, tu joues au foot, tu te fais des potes. Tu vois, c'est assez C'est facile. vrai. Et l'observation. L'observation. Quand tu veux rentrer dans n'importe quelle conversation, observation. Qu'est-ce que je peux leur dire de un peu flatteur? Tu rentres sur un compliment directement. Allez, c'est quoi? Il y a quoi de bien? Waouh! J'ai vu un gars, oh, le petit pont que tu l'as mis, c'était fou et tout. Salut, Célim, bla 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 bla, ça commence. Toi, on discute. Toi, je t'attaque directement sur tes lunettes. Tu vois, si j'ai rien à te dire, parce que j'ai pas envie forcément d'attaquer sur des. En fait, toujours démarrer sur un compliment, mais un compliment recherché. C'est-à-dire, je vais pas dire oh là là, t'as trop des jolis cheveux, ou oh là là, j'adore trop. Tu Merci, vois, pas, non mais, pas un truc physique parce que tu les as pas choisis. bien Tu vois? sûr. Alors que les lunettes, c'est une vraie recherche esthétique, tu as fait un vrai effort. Ok? Donc je vais toujours valoriser le choix chez quelqu'un. Hmm. Je vais pas te dire ouais, ah non, j'adore trop, je sais pas moi, ta taille, t'es trop grande ou t'es trop belle. Nul, 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 zéro, nul. Non, non.
On se concentre sur ce que les gens ils ont dit, ce que les gens ils ont choisi. Hyper important. Je prends ce tip, c'est hyper intéressant, merci à toi. Et justement, si tu es OK, on peut commencer à rentrer dans ton domaine d'expertise. On a déjà commencé à en parler un petit peu, ce fameux copywriting, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, Bien sûr. ils se disent, voilà, c'est de la rédaction, c'est machin. Et je pense que cette question, on a dû te la poser 1 milliard de fois. Ça tombe bien, tu vas y répondre encore une fois. C'est cette différence entre ce fameux copywriting et la rédaction de contenu brut. C'est quoi la différence? La rédaction pour du contenu brut, comme tu l'appellerais, elle est là pour informer. Moi, je suis pas là pour informer, je suis là pour vendre. Je suis là pour faire cliquer. Moi, mon objectif, c'est qu'à la fin du texte que vous venez de lire, soit vous cliquez sur abonnez-vous, soit en savoir plus, soit réserver ma démo, soit réserver une place pour mon webinaire, soit j'achète, soit je cotise à la Croix-Rouge ou à la lutte contre le cancer, de ce que vous voulez. D'accord? Mais à la fin, vous allez faire quelque chose pour moi. Ce quelque chose, c'est abonne-toi à ma newsletter, c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube Les Mots Magiques. Peu importe. J'écris pas gratuit. Je suis pas là pour informer. Ok? Je suis pas là pour informer. Je suis vraiment là pour faire bouger. Je suis là pour faire vendre une idée. L'idée, ça peut être de. Imagine, je suis un vendeur de sécurité pour piscine, une bâche pour les piscines. Bon, ou une bâche, ou alors, je sais pas, le portail qui va tout autour des piscines, tu vois. Comment est-ce que je fais ça? Eh ben, la peur. Peut-être que je vais jouer sur la peur. Je vais chercher les mécanismes psychologiques. Je vais agencer mes idées pour t'amener vers un résultat, pour t'amener, toi, lecteur, à une prise de conscience de ah ouais, c'est vrai que je peux pas laisser ma piscine comme ça sans surveillance parce que si des enfants ils arrivent et ils se noient, c'est horrible. Ah, vite, en savoir plus, être recontacté tout de suite. Tu vois, peu importe le bouton qu'on mettra, le bouton d'appel à l'action qu'on mettra, mais mon travail, c'est vraiment ça, c'est provoquer une action chez le lecteur. Je pense qu'en termes de démonstration, d'exemple, etc., c'est l'invité parfait que j'aurais pu avoir là-dessus. C'était hyper clair. Merci beaucoup. Et justement, enfin, donc on a bien compris effectivement que toi, tu es là pour déclencher, que ce soit de la vente ou enfin, quoi que, enfin, une action Ouais. par rapport à la personne qui est en face de toi. Mais en plus de ça, bon, tu pourrais te contenter de faire ça dans ton coin, mais toi, tu aimes aussi transmettre, tu es auteur, tu fais des conférences, enfin voilà, tu fais des formations, tu fais quand même beaucoup de choses. Enfin, comment ça t'est venu cette idée de vouloir transmettre ce truc-là, ou en tout cas cette discipline que tu pratiques aujourd'hui? Écoute, je pense que la réponse, elle est assez simple. J'aurais adoré être professeur des écoles, j'aurais adoré être prof de français ou prof d'histoire géo ou prof d'anglais. Et juste, il n'y a pas de thune là-bas. Non, c'est bien, hein. Je trouve que c'est un métier qui est hyper noble de transmettre, c'est important. Mais prof avec, non, 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 avec 30 enfants qui n'ont pas envie d'être là, 30 sauf quand tu as des petites classes, ok? Mais j'aurais adoré, j'aime cette idée de transmettre. On n'est que des passeurs, de toute façon, pour les générations qui suivent. Et le copywriting, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime écrire, j'aime bien vendre. J'ai découvert que j'aimais bien vendre parce qu'en fait, à la base, moi, mes études, j'ai fait un master achat. J'étais de l'autre côté, moi, j'achetais. Je disais aux vendeurs, non, moins cher, s'il vous plaît, plus vite, plus de quantité, whatever. Mais j'étais vraiment dans les achats et en fait, ça, c'était pas pour moi. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la partie vente. J'ai jamais été vraiment commercial pour des grosses boîtes. Moi, j'ai été beaucoup serveur dans des bars, j'ai été barman, j'ai été vendeur dans des magasins de prêt-à-porter. Et ensuite, j'ai été acheteur dans des énormes structures, dans des boîtes mondiales, on va dire, que ce soit General Electric ou Schneider Electric ou Valeo avec Land Rover et Jaguar. Mais ouais, j'étais acheteur, c'était pas pour moi. Là, aujourd'hui, je suis complètement à ma place. Comment tu fais pour écrire, pour vendre une salle de sport? Ça doit être quoi ta stratégie de contenu pour que les gens ils viennent s'abonner? C'est quoi la stratégie de contenu pour ton dératiseur, le monsieur qui s'occupe d'enlever les guêpes et tous les nuisibles dans ta maison? C'est quoi la bonne stratégie de contenu pour ton pisciniste? Tu vois, c'est réfléchir à tout ça au-delà du simple site internet. Ouais, mais non, peut-être que c'est pas suffisant en 2025, un site internet. Donc, c'est réfléchir à toute cette stratégie avec le push supplémentaire de ouais, ouais, il est mignon mon contenu, mais vas-y maintenant, abonne-toi à la newsletter, viens récupérer ton cadeau, viens, on discute.
Et tous les business models ne sont pas identiques. Donc, c'est ça qui est ultra, ultra intéressant. Et pourquoi je transmets tout ça? Ben parce que j'aime bien les gens, en fait. Tu vois, j'aime bien les humains. J'aime bien leur apprendre des choses. Et tu as un peu un aspect aussi, mais c'est complètement égoïste, hein, mais ta vie, elle sert à quoi? Ta vie, si c'est juste faire de la thune, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit ça le but de la vie. En revanche, aider les autres, améliorer la vie des autres, être utile. C'est dans ce qu'on donne comme définition du bonheur, c'est est-ce que tu es utile aux autres? Est-ce que tu aides les autres? Et ça, c'est hyper important pour moi, peut-être encore une fois, parce que peut-être parce que j'ai été élevé dans l'armée, c'est des gens qui sont au service d'une Hmm. idée, tu vois, de l'idée de la nation. Ouais, je Donc, il y a ça chez moi, le fait de me dire, ouais, tu peux être au service des autres. Quand j'écris des livres pour certains, quand j'écris des sites internet ou quoi, je suis super content. Et justement, enfin, tu nous as fait une petite rétrospective de ton parcours, donc nickel. Est-ce que tu te souviens, enfin, quand tu es vraiment rentré dans la copie et que tu as vraiment développé ça, est-ce que tu te Ouais. souviens peut-être, si c'est une anecdote ou un moment où enfin, ce sera à toi de nous dire, un moment où tu as vu la puissance des mots? Non, mais t'imagines même pas. Le vrai moment, en fait, c'est que j'ai eu la chance, je perds mon job en 2008 avec la crise des subprimes. Tu vois, donc j'étais consultant dans les achats et là, toute l'automobile vire tous les consultants. C'est pas grave, je continue de toucher mon salaire jusqu'au jour où les gars se disent ah, ça suffit, il faut qu'on les dégage pour de vrai. Ouais. Donc là, en fait, tout à coup, je rembourse toutes mes dettes de mon école de commerce. Je dois plus rien à la banque et on est en 2009 et donc ouais, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 et là, il se passe quoi? Je suis libre. Pour la première fois de ma vie, je suis libre. Tu fais quoi de ça? Waouh! Je crée un business. Au bout d'un an, je l'ai planté parce que je savais pas vendre. J'avais un site internet, il était nickel, il était beau, il y avait un bon concept pour l'époque, c'était vraiment génial. Et en fait, moi dans ma tête, c'était, attends, pour vendre, mais il faut que tu sois connu, il faut être célèbre. Donc j'ai fait des télés, j'ai fait des radios, j'ai fait la presse, j'ai fait tout. Ok? J'ai fait vraiment tout. Et pourtant, j'ai dû faire moins de 10 ventes sur une année. C'était pitoyable. J'étais pas bon. Mais en fait, le mot copywriting, écrire en ligne, écrire pour vendre, je ne savais pas faire. J'ai une amie qui m'envoie un jour une offre d'emploi, genre groupe de presse lifestyle recherche un rédacteur sur les relations hommes-femmes. Moi, je me dis, ouais, trop cool, je vais aller bosser chez GQ ou Femme Actuelle ou Elle ou Cosmo, tu vois, ou Glamour. Un truc comme ça, on est en plein cœur de Paris. Et en fait, je tombe sur un monsieur qui a fondé un site pour les hommes qui s'appelle artdeséduire.com. Et là, je me rends compte qu'en fait, ah ouais, son site, il est moche, mais il vend beaucoup. Comment il fait? Il montre même pas sa tête, mais il vend beaucoup. Comment il fait? Je commence à écrire des articles pour 50 euros à l'époque, c'était quand même déjà pas bien, d'accord? Mais j'étais content, je dis waouh, on te paye pour ça? Trop bien. Un jour, il me demande d'écrire une formation, trop bien. Après la formation, il me dit ok, maintenant tu vas écrire la page de vente. Et là, j'ai une page de vente, mais ça veut dire quoi? Je ne savais même pas ce que c'était. Donc il me dit, mais écoute, c'est comme dans un catalogue, la page de présentation du produit pour que les gens ils aient envie d'acheter. Ah ok, je prends une semaine pour écrire un truc, on l'imprime, il prend son stylo rouge, au bout de 2 minutes, la feuille, elle est rouge. Il relève la tête, il est énervé, il me dit, c'est de la merde. On vendra rien avec ce torchon. Je suis là, aïe, 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 d'accord. Euh, genre le gars, il part s'enfermer pendant 2 heures. Il écrit un truc, tu vois, en une demi-journée, vite fait. Il revient, il me le tend. C'était un torchon. C'était du franglais. C'était grossier. Là, je me dis, mais jamais ma prof de français elle regarderait ça. Nul, zéro. On va rien vendre avec son truc à lui. Tu vois, avec mon arrogance de jeune de 26 ans à l'époque. Hmm. Et en fait, là, il me dit, ok, on va faire un truc. On va faire un test AB. C'est quoi un test AB? À l'époque, je ne sais pas. Donc, il me dit, bah, c'est simple. On va prendre ton texte. On va l'envoyer à 1000 personnes. Ça s'appelle l'échantillon A. On va prendre mon texte, le texte B. On va appeler ça l'échantillon B. 1000 autres personnes. Celui qui vend le plus, il a gagné et garde l'argent. On m'envoie. Moi, je me dis, laisse tomber, je vais gagner, mais il n'a rien compris. J'ai fait 3 ventes. J'étais trop, trop chaud. Je me dis, pas mal. Il a fait 30 ventes. Il m'a mis un x10. Il m'a mis un x10.
Tu vois, moi, je paye même pas mon loyer avec ce que j'ai gagné. Lui, c'est bon, il est tranquille. Il m'a laissé mes ventes quand même. Il m'a laissé mes 3 ventes. Il a été très sympa. Et il m'a mis dans les mains mon premier bouquin en copywriting. Là, tu vois, on est en 2010. Il m'a dit, mais en fait, tu connais pas le copywriting. Allez, tiens, dégage. Va lire le livre. Et là, en fait, tu vois le moment où tu as une bombe qui explose dans ta tête. Ça t'ouvre un univers. Ça t'ouvre un monde entier de possibilités. Avec que des trucs que je connaissais pas. Mais c'était merveilleux. Et à partir de là, ça a été la fête. Tu vois, ma vraie première mission qui a suivi pour une grosse boîte, parce que là, c'est une petite entreprise, mais pour une grosse boîte, c'est Wilkinson. Wilkinson, ils sont venus me trouver via une agence. Mon pote bossait en agence, il me dit, ouais, vas-y, il faut que tu m'écrives 6 tweets pour Wilkinson. Et là, il me dit, je sais pas, moi, quel prix. Il me dit, ça te va, 800 euros. Et j'étais comme un fou. Je dis, 140 caractères x 6, tu me dis 800 euros. J'ai même pas bossé une demi-heure pour faire ça, tellement j'étais chaud. Donc en une demi-heure, je peux gagner 800 euros. C'est fou ce job. Allez, on continue. Tu vois, et ça, c'était sur mes 2 premières années de copywriting. Après, ça a continué, plein de gros clients. Mais vraiment, la force entre le gars qui maîtrise les mots, mon mentor, et moi, qui était tout nul, mais c'est un x10. C'est vraiment énorme. Là, il y a quoi? Il y a 4 ans peut-être, j'ai eu un client pareil, un énorme client, une énorme boîte française. Ils ont une page, il y a un trafic de malades tous les jours sur cette page. Cette page, elle ne convertit pas. Je la lis, c'était du langage légal, fatigant. Waouh. Moi, tu sais, je suis un peu phobique administratif. J'aime pas quand on me parle compliqué. Ah, je suis vraiment simple. Et je lis le truc, c'était pas humain, c'était robotique et légal, judiciaire, horrible. Ouais. Je leur dis, les gars, ok, vous m'avez fait venir pour le réécrire, je vous le réécris. Laisse tomber. La performance en termes de conversion, elle a fait du x2, du x3. Ils m'ont dit, bravo. Mais c'était simple en fait. Quand tu as le cerveau du copywriter, quand tu comprends les besoins, en fait, de monsieur et madame tout le monde, de la cible. Parce que là, eux, ils avaient écrit pas pour la cible. En fait, ils s'étaient trompés de cible. Et une fois que tu comprends ça, ouais, ça te change les mots, ça change tout. Hmm. Et du coup, enfin, même si tu as commencé à y répondre, quand toi tu commences n'importe quel travail d'écriture, enfin on va dire copie ou copywriting, quand tu te lances dans ça y est, c'est bon, je commence, est-ce que dans un premier temps tu vas plutôt te mettre dans les bottes d'un stratège ou plutôt dans compteur? Plutôt stratège, bien sûr. Moi d'abord, je commence. Les premières questions, c'est toujours, ok, c'est qui tous les concurrents? Tu vois, pour voir un peu le marché déjà. Vous vendez quoi? Première mission, un, tu vends quoi? Deux, tu le vends à qui? Trois, t'as qui en face de toi? Hmm. Comme ça, avec ça, je sais quelle est la boîte, je sais pourquoi ils vendent ça, je sais comment ils le vendent. Tu vends à qui? Est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu as vraiment des études clients? Tu les as appelés? Tu as des textes à me montrer? Tu as des enregistrements à me faire écouter? Et puis après, ok, voilà, la concurrence, il y a qui en face? Comment ils vendent ça? Pourquoi tu fais pas pareil? Pourquoi tu as décidé de ne pas faire pareil? Pourquoi ils vendent plus? Pourquoi ils vendent moins? Tu vois, de réfléchir un peu à tout ça. Mais toujours, toujours, toujours la stratégie sur la partie écriture, sur la partie storytelling, là, quand tu parlais un peu du conteur, celui qui va raconter, pas tout de suite, je suis pas pressé. Non, non. En fait, l'idée même d'aller raconter un truc, non, c'est quel est l'objectif. Tu vois, je peux pas aller raconter un truc si j'ai pas déjà mon objectif. Je veux faire passer quel message, à qui, de quelle manière, dans cet ordre-là. On a la même, au final, on a la même méthodologie dans notre job. C'est qu'au Mais final, bien c'est juste sûr, que derrière, en termes de restitution, c'est pas le même support, mais tu l'as très bien dit, hein, tu comprends ta cible, tu te mets aussi, enfin, tu essaies de comprendre ton produit dans l'écosystème dans lequel il évolue, et après, tu fais passer un message. Toi, tu le fais avec des mots, mais au final, la méthodologie, elle reste pareille, en fait. ouais. Ok, très bien. Et justement, par rapport à ça, on en a un peu parlé en préambule avant de lancer le podcast, mais j'aimerais avoir ton avis. Bah, je suis un peu hypocrite, je connais un peu la réponse déjà. Mais t'as beaucoup de personnes qui pensent que la copie, le copywriting, je ferai tout le temps ce parallèle entre les deux. Le copywriting, c'est une forme de manipulation, alors que ce soit moi ou toi, on a plus cette vision du passage à l'action. Comment tu fais pour passer à l'action via les mots? Euh, pour toi, c'est quoi la différence? C'est quoi la nuance par rapport à ces deux manières de voir les choses? En fait, quand tu viens de parler de manipulation, il y a juste la distinction, elle est ultra simple pour moi. Ça va se jouer entre manipulation ou influence. C'est les mêmes mécanismes. On a la même trousse à outils. Ok?
On a la même trousse à outils, les mêmes principes de persuasion, les mêmes biais cognitifs, on connaît toutes ces choses-là. Maintenant, moi je suis là pour influencer. Je veux un bon résultat pour toi client et un bon résultat pour moi. Un manipulateur, il n'a qu'une seule envie, un bon résultat pour lui, au détriment du client. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Influence ou manipulation, la limite, elle est là. C'est juste, tu influences quand c'est valable pour tout le monde, quand tout le monde va être gagnant. Manipulation, les résultats ne sont bons que pour moi. J'aime beaucoup. C'est rigolo. Bon, je pense qu'on parlera de influence et manipulation plus tard, même si je trouve que la traduction du titre de ce bouquin, pour moi, peut être meilleure. Je crois qu'il a été changé d'ailleurs. Je crois que c'est Persuasion maintenant. On Persuasion en maintenant, ouais, reparlera. ouais. On en reparlera. C'est mon livre préféré et j'adore ce livre, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Ok là-dessus. Est-ce que tu as un exemple? Alors, t'es pas obligé de dire le nom de la boîte. Tu peux le laisser, à ta convenance. Mais est-ce que tu as peut-être un cas d'étude à nous partager d'une entreprise qui a vraiment complètement changé peut-être sa manière de se positionner ou son acquisition parce il s'est dit, je vais mettre en place du copywriting dans ma stratégie. Est-ce que tu as un exemple à nous donner peut-être? En fait, tu as forcément... imagine, moi j'ai bossé pour quelques coachs en développement personnel. Les gars, ils écrivaient leur page tout seuls, mais sans savoir même qu'ils faisaient du copywriting, quoi. Ils ont juste dit, attends, mais moi j'aime bien le yoga et la méditation, machin. Ils sont allés regarder des sites des concurrents, ils se sont lancés, ils ont écrit leur site eux-mêmes, ils ont fait le site avec un cousin, eux ils ont fait les textes. Bon, ok. Mais dans leur tête, ils ont pensé comment? Ils se sont dit, voilà, je fais ça, il faut que ça séduise un peu des clients, et la méthodologie, elle s'est un peu arrêtée là. Une fois que tu fais tout le travail avec eux de A à Z sur vraiment, ok, allez, on va repartir. Pourquoi tu es différent des autres? Pourquoi est-ce que ton client il devrait passer à l'action maintenant, là? Ok. Tu lui fais passer toutes les étapes, en gros, de réflexion. Moi, j'ai des listes de questions comme ça. Et dans le bouquin, dans le guide du copywriting, tu peux retrouver la superstructure de réfléchir. Attends, c'est quoi la grosse promesse? C'est quoi les autres alternatives? Ce qu'il a déjà essayé. Imagine, pour aller mieux, pour avoir moins mal au dos, toutes ces choses-là. Tout ce qu'il a pu essayer qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait qu'il devrait, le client, venir acheter chez toi et pas un autre? Ta singularité. Qu'est-ce qui fait que tu es différent? Tu vois, donc, tous les business pour lesquels j'ai écrit, à un moment ou à un autre, il manque une partie de cette réflexion, ou alors juste l'application. Ils ont peut-être très très bien compris, mais il leur manque les mots, parce que c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier, en fait, de savoir écrire. Tu as des gens qui n'ont jamais appris à écrire pour convaincre, et je me retrouve à corriger des textes où j'ai des lignes qui font, enfin des lignes, des phrases qui font 27 mots. C'est pas possible, c'est pas lisible, c'est trop long. Tu vois, aujourd'hui, règle de base rapide, ta phrase, elle fait 15 mots, 17 mots maximum, c'est déjà beaucoup, mais 17, je te mets déjà un carton jaune, et 20, vas-y, rouge, quoi. C'est pas possible. Il faut connaître toutes ces règles-là. En fait, les Américains, là-dessus, ils sont très bons parce qu'ils disent You don't know what you don't know. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est logique, hein. Mais en fait, tant qu'on ne te l'a pas appris, tant qu'on t'a pas dit, au fait, les gars, la voix passive, c'est nullissime pour convertir. Stephen King, dans son bouquin Mémoire d'un métier, il te dit en fait, tu peux pas écrire, le cadavre est transporté par les brancardiers, tu vois, voix passive. Pourquoi? Parce que c'est pas le cadavre qui fait l'action. Les brancardiers chargent le cadavre et le transportent. Tu vois, mais c'est tout ça et c'est toute cette réflexion de dire ah ouais, il faut que je reprenne toutes mes phrases, éviter il faudrait que vous fassiez ce, il faudrait que l'on mette en place, ah flemme, mettez en place ceci, cela. Tu vois? Et en fait, c'est plus tu le pratiques et plus tu apprends ces concepts une fois, tu lis le guide du copywriting. Après, même si tu veux, tu dis tout ça à ton petit chat GPT, à n'importe quel IA que tu utilises. Tu lui dis voilà, mes textes doivent respecter ces règles-là. Tu lui donnes toutes les règles. Après, il écrit un peu mieux. Ok? Mais tant qu'on ne te l'a pas dit, ben, tu vas sortir des phrases qui sont illisibles. Et toi, tu vas être content parce que tu as l'impression d'avoir fait du Émile Zola ou du Marc Lévy, quoi. C'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, enfin,
moi, tu sais, je fais un peu de formation, mais moi, je fais de la formation vraiment marketing, growth marketing. Donc, en fait, il y a plein de notions qui sont dans la formation, notamment le copywriting, même si je ne prétends pas du tout être une experte comme toi. Mais quand on parle notamment de convaincre, ou en tout cas mettre en place des messages pour convaincre les personnes, quel que soit le canal, en tout cas, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que, alors moi, je travaille beaucoup avec les commerciaux, pour le coup, et il y a quelque chose qu'ils font beaucoup instinctivement, c'est qu'ils ont des objections commerciales, et eux, leur travail, ça va être de débunker ces objections commerciales. Ouais, bien sûr. Donc, je repris ce truc-là en marketing et j'appelle ça les pensées limitantes de savoir comment, quelles seraient éventuellement les pensées de la cible que tu vas avoir et commencer à les déconstruire en fait dès la vente, en fait dès le départ au final. Euh, mais j'aime bien dans le sens où au final ce que tu dis, notamment dans l'application des mots, tu vas privilégier, enfin tu vas enlever le superflu, tu vas mettre directement des mots d'action, notamment en début de phrase en fait au final pour que la personne elle puisse comprendre concrètement ce que tu lui demandes. Ouais, Si bien je sûr. résume. Hyper important. Verbe d'action, en fait, c'est faire en sorte que le lecteur de ton texte se sente en position de héros. Ah ouais, c'est à moi qu'on parle. Là, t'es sur tes toilettes en train de scroller, ou t'es dans le bus le soir, ou t'es dans ton canapé. Non, mais c'est la réalité. Tu vois, en fait, nous, on est là, toi et moi, on produit des textes. On est derrière nos ordinateurs. OK? Mais les gens qui consomment, ils sont sur leur mobile à 70, à 80%. Et ils sont pas toujours dans les meilleures dispositions, bien concentrés. Il y a la télé, il y a le match de foot, il y a les infos, ils sont en train de faire autre chose. Et donc il faut qu'on réussisse quand même à faire passer le message et à faire passer nos instructions, nos invitations. Et pour ça, ben ouais, il faut y aller, quoi. Il faut pas louvoyer. Je dirais, il faut y aller vraiment très franchement sur le voilà. À quoi ça va vous servir? Voilà, pourquoi nous, on est meilleurs et ou différents, peut-être pas meilleurs, mais pourquoi notre approche elle est différente. Et maintenant, voilà, tu as le choix. Soit tu continues ta vie là comme elle est en ce moment, soit tu décides de te bouger, d'investir et de voir cette transformation. Allez, clique. Clic. Justement, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin, si tu es d'accord, bien évidemment. C'est lorsque tu veux créer une copie vraiment impeccable, pour le coup. C'est qu'on a parlé, et je pense que tout le monde a saisi, on a parlé de l'importance de demander, enfin de mettre l'audience dans une position de héros, comme tu l'as très justement dit. Euh, Moi, j'aimerais savoir dans le produit final, selon toi, la part de l'émotion, la part de la psycho, la part de la vente pure. Enfin, selon toi, comment on fait pour mélanger tout ça pour faire un texte qui touche au final la personne qui est en face de nous? Je te dirais que sur mon architecture, euh, la réflexion, c'est déjà, je dois donner l'information la plus claire. Ok? Est-ce que j'ai compris le produit? Est-ce que j'ai compris ses caractéristiques? Est-ce que j'ai compris ses bénéfices? Oui, ok, c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai compris à qui je vends? Ok. Il y a déjà quelqu'un qui l'a utilisé? Ok, ben on va prendre l'histoire de Catherine, ou l'histoire de Camille, ou l'histoire de William, peu importe, d'accord? Mais on va raconter ce côté un peu humain. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur la partie copywriting, en fait, c'est méga large, parce que tu peux avoir du copywriting B2B, une entreprise qui vend à une entreprise, ou alors B2C, quand tu es à Rouen, donc tu as les usines, tu as Ferrero, toi là-bas, ok? Quand tu Oui. vends du Nutella, Nutella, tu es sur l'émotion personnelle, d'accord? Tu es sur le plaisir, tu es sur la notion de plaisir. Et en fait, en B2C, on a beaucoup cette notion de plaisir, ok? Notamment dans ce qui est l'alimentaire, la beauté, les fringues, tu vas être sur cette notion de plaisir. En B2B, tu es beaucoup plus sur une notion de retour sur investissement, efficacité. Ok. Donc, je vais choisir forcément un champ lexical qui va être différent. Quand je vends un voyage à Cagny, je ne le vends pas de la même manière que quand je vends un séjour de motivation ou tu vois, un week-end de team building à une entreprise. Hmm. Pas la même chose, pas les mêmes mots. Et donc, la part là-dedans, en fait, c'est que un texte, il s'écrit jamais en une fois. Donc, tu vas avoir une première écriture qui va être très très factuelle, et après, tu vas venir avec tes seringues d'émotions.
Hop, où est-ce que je vais mettre un peu d'émotion? Où est-ce que je vais mettre, où est-ce que je vais mettre un peu des promesses financières? Où est-ce que je vais mettre des promesses de c'est nouveau, c'est cool, c'est trop bien? Où est-ce que je vais mettre de la preuve sociale, de la réassurance, des garanties? Où est-ce que je vais mettre toute la partie fonctionnalité pour les ingénieurs, les gens qui aiment lire les modes d'emploi, tu vois? En fait, tu dois réfléchir tout le temps, ok, là, est-ce que ma copie, elle est complète? Est-ce que mon texte, il est complet? Là, regarde, un exemple méga simple. Sur Vinted, je vends une parka parce que j'en ai trois. Je n'ai pas besoin d'avoir trois parkas, c'est débile, ok? Et donc, je prends des photos du modèle, moi, comme ça, et je mets bien dans la description, le modèle fait 1,79 m, 73-74 kilos, machin, voilà. Tu vois, comme ça, ils peuvent un peu mieux se projeter. J'ai une dame qui m'a dit, ouais, alors en fait, est-ce que je pourrais avoir la mesure de la taille totale, la hauteur du machin, la largeur épaule à épaule? Putain, j'avais pas pensé à ça. Mais Hmm. c'est logique, elle a raison. Tu vois? Mais dans mon raisonnement à moi, j'aurais même pas posé la question. Tu vois, parce que j'ai pas un raisonnement très intelligent. Mais déjà, parce que j'achète pas en ligne, j'achète pas des vêtements en ligne. Ça me viendrait jamais à l'esprit, je n'y arrive pas. Tu vois, à part pour des pointures de chaussures. Ça me va, tout le reste, et je vais acheter. Même si j'habite au fin fond de la campagne, j'attends d'aller à Paris ou ailleurs. Mais et donc, elle a raison. Ma copie, elle était incomplète parce qu'il manquait juste les caractéristiques très factuelles du vêtement. Et Hmm. donc, la copie était mauvaise et la vente n'a pas eu lieu parce que le monsieur n'était pas à la bonne taille. Et justement, c'est intéressant ton exemple, c'est que là, enfin, par rapport à ta copie, enfin, t'as fait une analyse et t'en as eu un constat qui est que ta copie était incomplète. Est-ce que du Ouais, coup, dès le départ, lorsque tu produis, et je dis bien produit, je dis pas mise à jour, est-ce que dans ton processus, tu vas avoir cette logique d'aller peut-être interroger ou avoir de la donnée soit quali, soit quanti, comme tu l'as eu? Là, la donnée, elle était quali, hein, c'est la dame qui t'a dit, bah, il me manque une info, donc du coup, je viens vers toi. Est-ce que tu vas avoir ce réflexe d'aller chercher ces informations-là pour la production de ta V1? ça c'est ce que je demande à tous mes clients. Et alors, tu en as certains qui te donnent toute l'info dans le brief. Et ça, c'est génial. Il y en a un autre une fois. Alors, je suis allé chez le leader français de l'astrologie. J'ai pas bossé avec, mais j'y suis allé et j'ai vu pendant 2 jours comment ça fonctionnait. Et là, tu vois vraiment, tu vois, comme ça, tu vois vraiment les voyants, les astrologues, les médiums d'un côté, tu vois les setters au téléphone et tu vois et tu entends les calls clients. Et ça, c'est fascinant. Tu as accès vraiment à la matière. Quand je travaille avec Velux, par exemple, j'ai eu la chance d'aller sur des chantiers pour voir vraiment comment ça se passe. Ça, c'est merveilleux. Mais effectivement, parfois, je dois corriger des copies. Tu vois, j'ai une prestation qui est amélioration de la copie existante où je lis sur la copie qu'en fait, il n'y a pas de témoignage client. On a un problème. T'es sûr que tu l'as déjà vendu le truc? Tu sais si ça fonctionne? Tu sais ce que veulent vraiment les clients? Ah non. Ok, bon, on va commencer, on va reprendre les choses dans l'ordre. Non, non, tu es obligé d'avoir beaucoup, beaucoup de data. Là, l'exemple que j'ai donné sur Vinted, en fait, c'est de ma faute. Parce que je débarque sur une plateforme que je connais pas, que je maîtrise pas, vu que je n'y achète rien, je sais pas comment sont rédigées les autres annonces, et vu que j'avais trop la flemme de faire un truc bien, je vais allez, je prends 4 photos, je vais écrire 3 lignes de texte, ça ira. Eh ben non, ça va pas. Tu vois, en fait, je fais l'erreur de base que j'irai corriger chez mes clients quand on me paye. Quand je le fais pour moi, le truc est fait à l'arrache sur Vinted. C'est toujours compliqué hein, Les cordonniers, tu sais toujours, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. toujours. Mais c'est rigolo, toutes les personnes qui sont venues au micro d'horreur, ils disent tous la même chose, hein. C'est qu'on fait des trucs chiadés pour nos clients, mais pour nous, à chaque fois, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas à chaque C'est vrai, c'est vrai. Justement, je te propose qu'on parle de ce livre-là. Ah, Achetez-le. mais comme il est beau. Il est beau, tu le connais? Écoute, j'ai passé du temps. J'ai passé beaucoup de temps dessus en 2020 et beaucoup de temps en 2025. Ah bah, écoute, bah, on va reprendre encore du temps pour en parler un petit peu. Donc, le guide du copywriting est sorti il y a pas longtemps. Ceux qui écoutent le podcast et qui voient pas la couverture que j'ai mis, je mettrai les liens en description, bien évidemment, pour l'acheter. Achetez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas sponsorisé. Mais dans ce livre-là, notamment, et je sais que dans tes prises de parole aussi, notamment sur LinkedIn, tu en parles un petit peu, tu parles de copywriting augmenté, notamment avec tout ce qui est IA. Est-ce Ouais, que bien tu peux sûr. nous en parler un petit peu plus de qu'est-ce qui change enfin voilà, c'est quoi ta vision par rapport à ce sujet?
Hein. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai été élevé à une période où dans Vegeta et dans Terminator, tu vois, ils ont une petite lunette qui permet d'évaluer les ennemis. Ils ont toute la data directement. Nous, l'IA, aujourd'hui, elle arrive et ça fait un peu pareil pour les copywriters, ça va nous accélérer. Quand on parle de copywriting augmenté ou de copywriting avec l'IA, c'est de se dire qu'en fait, tu reprends le you don't know what you don't know. Tu vois, si tu lui poses juste des questions de base, l'IA, elle va rien faire pour toi. Elle va te donner des trucs vraiment basiques. Mais si tu lui demandes, s'il te plaît, on va faire vraiment l'étude de marché, je veux que tu travailles là-dessus, 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 ok. Ou alors je veux que tu structures le texte avec la structure peut-être PAS ou BAB. Regarde, j'ai comme offre, je dois vendre mon programme de coaching sportif. Je veux que tu rédiges un texte basé sur ce site internet et que tu m'écrives un post Instagram format BAB, donc Before, After Bridge, avant, après. Ok. Donc là, la copie, elle va commencer par avant, j'étais gros, j'arrivais pas à courir, je transpirais, ma vie était dure, les gens se moquaient de moi. Ok. Fictif. B, donc là, on a fait le before. Maintenant, on passe au after. Maintenant, regarde comme je suis beau gosse, je suis bientôt Mister Monde, je fais du sport chaque semaine, et je me suis marié avec la plus belle fille du village, je suis trop content. Waouh, génial. Mais comment a eu lieu cette transformation? Bridge, le Mm. pont, d'accord? Et là, il va t'écrire, non, mais ça n'aurait pas été possible sans l'intervention de coach Chuck Norris, tu vois, peu importe. Et c'est ça l'idée, c'est de se dire, ah ouais, j'aurais peut-être pas pensé à un avant-après, j'aurais peut-être pensé à autre chose, genre, ah oui, faire du sport, ça a changé ma vie, peut-être que tu aurais commencé par le bridge, tu vois. Et en Mm. fait, pourquoi pas? Mais juste, il y a des structures qui existent, qui sont bien connues, vas-y, ne réinventez pas la roue. Et en fait, là-dessus, ce qu'il y a de bien dans la partie copywriting IA, copywriting augmenté, c'est que ça va plus vite. Ça va plus vite. Tu vas peut-être lui donner un texte. D'accord? Tu vas peut-être lui donner un seul texte que tu as pris le temps de travailler. Et à partir de ce texte, tu vas lui dire, OK, je veux que tu me le déclines de trois manières différentes. Je veux un texte PAS. Je veux un texte AIDA. Je veux un texte BAB. Et là, il va te les pondre. Il va te les envoyer. Et ce qui t'aurait pris peut-être 2 heures avant, tu vas l'avoir en 3 minutes. Mais c'est Mm. merveilleux. Tu vas quand même recorriger, parce qu'il y a des trucs, c'est pas parfait, il aura peut-être pas la manière d'écrire, il aura peut-être pas 100% ton style, mais dans cette notion de copywriting augmenté, c'est waouh, j'ai 3 textes en 10 minutes, sérieusement. L'autre jour, toutes les semaines, moi, tu sais, je fais du live avec mes clients, les clients que je forme. Tous les mardis midi, j'ai copy lunch et le jeudi soir, j'ai la copy night. En fait, ma promesse lors du copy lunch, c'était en 1 heure, je fais toute une séquence mail de lancement sous vos yeux. Et je l'aurais fait avec ChatGPT, évidemment, ok. Mais leur montrer sur l'écran, ok, toutes les questions auxquelles je vais répondre pour ChatGPT. Quel est le produit? Quelle est l'audience que je vise? Tout, 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 tout. Et là, brrr, les mails, bam, bam, bam. Non, ça me va pas. Tu me remets ça dans l'ordre. T'as pas bien compris l'argument. Reformule. Et il me les donne les uns après les autres. Et c'est moi qui dicte la manière de penser. Je veux que tu injectes du Cialdini. Je veux que tu injectes du Sonkas. Je veux que tu injectes, je sais pas moi, du FOMO. Le 6e mail, ce sera le dernier mail. Donc tu mets toute l'urgence et toute la rareté dans celui-là. Tu vois? Et en 1 heure, on avait la séquence de lancement qui avant pouvait me prendre peut-être demi-journée, une journée. En fait, c'est vraiment, vraiment ça que j'aime. Et puis, au-delà de ça, donc ça nécessite quand même d'être bon en copywriting, d'avoir des frameworks dans ta tête, d'avoir des manières de penser. Mais si tu les as pas, tu fais quoi? Dans la partie copywriting augmenté, il y a aussi la partie attends, tu sais pas, c'est pas grave, demande à ChatGPT. Et c'est ChatGPT qui va te poser des questions. ChatGPT, pose-moi toutes les questions que tu as besoin de me poser pour mener à bien cette mission. Je suis copywriter débutant, mais toi tu maîtrises tous les modèles, donc tu vas m'en suggérer certains et je te dirai oui ou non. Et là, mais laisse tomber, là tu vas beaucoup plus vite. Et même sans être un très très bon de la psychologie, bah c'est parti. Et puis au final, tu as ta boucle, enfin tu parlais d'A/B testing tout à l'heure, tu as ta boucle d'apprentissage qui se fait plus rapidement parce que bah, tu as des textes plus rapidement, tu les testes plus rapidement, tu as tes résultats plus rapidement, tu sais si ça fonctionne ou pas plus rapidement. Ouais, Et après, la machine s'enclenche en fait au final. c'est exactement ça. Il reste quand même un point humain qui est ultra intéressant à mon sens, c'est que tu dois trancher.
Parce qu'on te donne des textes, mais est-ce que c'est bien ou pas? Et là, si t'es pas humain, si t'as pas de cœur, ou si t'as pas tout simplement d'expérience client, si t'as pas la sensibilité, tu vas valider des textes qui sont tout plats, tout pas bons. Mm. Et justement, et je pense qu'on t'a... Enfin, c'est la transition parfaite, et je pense que cette question te l'a déjà posée, mais écoute, ça ferait une fois de plus. Mais tu le sais très bien, tu as beaucoup de réfractaires, notamment les personnes qui font de la rédaction, qui sont pas très contents que que ces technologies sont en train de se développer, notamment sur la partie qualité. Pas forcément sur la partie production et aller vite comme on l'a dit, mais sur la partie euh, le texte est robotique, le texte on dirait pas que c'est un humain, enfin vraiment sur le côté, voilà, entre un Céline qui écrit et la machine, il y a un delta. Ah, bien C'est sûr. quoi ton avis là-dessus? Moi, en fait, un texte, je l'évalue toujours à son efficacité. Et son efficacité, ça veut dire, attends, est-ce que ton lecteur, quand il a lu, il s'est senti touché? Est-ce que c'était pour lui? Est-ce qu'il a compris que le message était pour lui? Est-ce qu'il a compris vraiment? Est-ce qu'il a trouvé l'info qu'il cherchait? Est-ce que l'info que je lui ai donnée l'aide à prendre une décision? Hmm. C'est juste ça. Si vraiment, parce que tu vois, tout à l'heure, je te disais, moi j'ai appris le copywriting avec mon mentor qui écrivait des phrases moches en franglais et pourtant il a vendu. C'est ça, à la fin. Est-ce que tu as atteint l'objectif? Si un texte écrit par ChatGPT avec pas beaucoup de style fonctionne, ben, je ne vais pas lui jeter la pierre. Tu vois, moi là-dessus, j'essaye de préserver l'humain, mais aujourd'hui, moi, tel que je m'en sers, je vais écrire, allez, je vais écrire 50% d'un article. Imagine, je vais écrire l'introduction, je vais écrire paragraphe 1, paragraphe 2, et je vais lui dire, tiens, voilà, le titre du paragraphe 3, c'est ça, vas-y, fini. Et il va me sortir un truc. Ça me plaît pas, bon, je reprends derrière s'il y a besoin, mais il reste de l'humain, surtout sur la partie donc ouais, prompting et sur la partie validation. Est-ce que tu valides? C'est ça qui est important pour moi. Donc après, sur la qualité du français, j'aime le français. J'aime la langue française. Je ne vais pas batailler des heures et des heures dessus parce que le copywriting en fait vise plutôt l'efficacité. Si tu as envie de défendre le français, va écrire des romans. Tu vois, ça c'est vraiment un peu ce que j'essaie d'expliquer à mes clients. Tu vas avoir des gens qui vont être très sensibles à ce bon français dans les textes, mais la réalité, c'est que quand moi je dois vendre des formations en copywriting, donc à des directeurs marketing, tu vois, je vais former tout leur département marketing, c'est pas les jurés du prix Goncourt. Ils cherchent l'efficacité, pas forcément le beau. Ils veulent que leur site il soit relativement beau. Tu vois, en fait, c'est toujours ça. L'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Le beau de la brand, le beau de la marque et l'efficacité du copywriting. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Justement, dans ton bouquin, tu parles de l'art du recyclage de contenu, notamment, Ouais, bien sûr. euh, qui est hyper important, effectivement. Comment on s'en sort avec l'IA pour recycler du contenu dans le sens où tu sais, enfin, euh, la difficulté dans ces outils-là, c'est que la mémoire, ils l'ont ou ils l'ont pas, mais en tout cas, toi, tu auras toujours une meilleure mémoire en termes de contenu, dans quel contexte ça a été fait, avec quel budget, avec quelle équipe, enfin, tous ces trucs-là, c'est quand même des grosses thématiques. Mais si tu veux aller plus vite, comme on l'a dit, dans un souci de productivité avec l'IA qui n'a pas tout ce recul-là, comment on fait pour maîtriser cet art-là du recyclage selon toi? Comment on fait? Il y a déjà une notion d'organisation personnelle. Tu vois, moi, je suis solopreneur, je suis seul dans ma maison à écrire. Et recyclage, je vais prendre l'exemple des posts LinkedIn. Ok? Moi, j'ai une facilité à créer du nouveau contenu parce que dès que j'ai une idée, je suis trop content, je vais écrire un nouveau post. Ok. Sauf qu'au bout d'un moment, à coup de 200 posts par an, tu vas finir par te fatiguer. Tu vois. Donc, là, il faut aller analyser. Il y a la partie analyse qui est hyper importante. Qu'est-ce qui a marché? Ok, ça c'était pas mal. Eh bien, je vais prendre ce poste, je vais le donner à ChatGPT. Hé, regarde-moi ça, trouve-moi un autre angle. Trouve-moi un autre angle. Réécris-le-moi en BAB, réécris-le-moi en PAS, réécris-le-moi sur un ton journalistique, réécris-le-moi de la manière la plus hardcore youtubeur débile possible. Tu vois, on peut varier vraiment ce qu'on veut parce que, alors déjà, tu vas pouvoir changer le type, ce que Gary Vaynerchuk il appelle le unit, tu vois, c'est-à-dire que
Peut-être que tu avais juste du texte, peut-être que tu vas le transformer en vidéo, peut-être que tu vas le transformer en photo, peut-être que ça va être un carrousel, peut-être que ça pourrait être un sondage. On s'en fout, tu vois, ça peut être super, super varié. Et ça, en fait, tu le demandes à ton outil d'IA. Tu vois, c'est ça aussi dans la Mhm. notion de copywriting augmenté, c'est de se dire, attends, je vais produire un contenu, mais en fait, là, je vais le poster demain, le 20 novembre, et je pourrais aussi le poster le 20 décembre, et aussi le 20 janvier 2026, et pourquoi pas sous un autre angle, le 20 février. C'est comme ça vraiment que je l'entends, parce que après, le fait que ChatGPT, il n'ait pas le recul sur la manière dont la V1 a été produite, je te dirais bien, peu important. Tu vois, peu important par rapport au texte que je produis. Je dis, voilà, le texte, il est là, c'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça Mhm. qui va être vraiment intéressant pour moi, c'est le qu'est-ce qu'on en fait? Et je vois des gars qui font ça à merveille. Euh, et ça marche encore. C'est fou. Hier, il y a un gars que j'aime beaucoup. Il s'appelle Victor Linder. Linder. Victor, ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup lors des pannes de ChatGPT. Tu vois, quand il y a des pannes, il nous écrit des posts sur LinkedIn truffés de fautes pour dire non, mais je produis bien moi-même tous mes posts pour faire rire tout le monde. Le premier avait explosé, ok, il était devenu viral. Il refait le même hier, ça réexplose encore. Tu vois, moi, dans ma tête, je me dis toujours, non, mais je l'ai déjà fait, les gens ils vont se lasser. Mais pas du tout. Il y a 5% de ta base qui l'a vu. Il y a 10% maximum. Tes hits, il faut les rejouer encore et encore. En fait, c'est pour ça que le recyclage est ultra important dans cette notion de copywriting augmenté par l'IA, parce que il n'y a que vous qui connaissez tous vos textes. Il n'y a que vous qui en avez ras-le-bol. Les autres gens, ils n'en ont pas ras-le-bol. Donc, pensez à recycler. Moi, là, ça fait partie de mes sujets pour début 2026. Prendre un peu de repos. Et j'ai 5 ans de création de contenu, j'ai 15 ans de création de contenu en ligne, et j'en ai peut-être 5 sur LinkedIn. Bon, bah allez, on va aller analyser, on va prendre ce qui a marché, on va prendre ce que j'aimais bien qui aurait dû marcher, mais peut-être que le titre était nul, peut-être que la cover n'était pas bonne, et on va chercher un autre angle. Si ça floppe 2 fois, bon, on va peut-être s'arrêter quand même. Mais pour ceux qui ont marché, qui ont fait des vues, qui ont fait des likes, qui ont fait des commentaires, qui ont fait des enregistrements, ben là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et puis au final, le temps d'attention des gens est tellement, enfin, il est de moins en moins présent. Donc au final, enfin, tu disais, tu as peut-être 10% de ta base qui l'a vu, mais même dans ces 10%, si la personne revoit ton contenu, peut-être qu'elle s'en souvient même plus au final. C'est ça, c'est ça le plus dur. Mais c'est que même moi, il y a des trucs, je reclique dessus. Ah non, mais ça, je l'avais déjà vu, ça. Tu vois, ça te revient une fois que tu as fini le truc. Oh, je l'avais déjà vu. C'est le jeu. Tu vois, c'est le jeu. En fait, t'as l'impression que tu es en train de nourrir juste un algorithme pour pouvoir continuer de jouer et d'être visible et de développer une communauté, d'avoir des chiffres, d'avoir des abonnés, des followers. C'est important pour ta crédibilité. Ça fait partie de toute cette stratégie. Tu as beaucoup de gens qui sont en burn-out de fou. Tu as des gens qui en peuvent plus, vraiment. Moi, j'ai de la chance, tu vois, je me préserve plutôt bien. Mais t'as pas un mois sans que tu aies des gens, des youtubeurs, ah là là, le burn-out du youtubeur, ou sur LinkedIn. J'étais parti de LinkedIn pendant 30 jours pour soigner mon burn-out et je m'en fous. Tu vois, je m'en fous de ta vie. Vraiment, sur l'aspect santé, gardez vos soucis pour vous. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça traduit quand même un peu euh, ouais, le stress que ça génère, tu vois, pour beaucoup de gens, de devoir publier, de devoir commenter. Et cette partie-là, bah écoute, si on peut déjà gagner du temps et plus perdre une demi-heure d'écriture pour chaque poste, mais le faire en 3 ou 5 minutes, ce sera ma modeste contribution à la santé mentale de tous ces gens. Après, c'est, je pense qu'il y a aussi des contextes et plutôt des comment tu vois ces plateformes, à quoi elles vont te servir, pourquoi tu y es, quel type de contenu. Parce que je discutais avec une personne qui est à son compte également et qui voyait vraiment LinkedIn comme un sauveur, tu vois. À ce Ouais. moment-là, bon, alléluia, maintenant, cette personne arrive à avoir des clients, mais elle a eu un moment de sa vie où pas de clients, il n'y avait rien. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et elle, dans son but, c'était produire, 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 produire. Donc je crois qu'elle faisait quelque chose comme 3 4 posts par jour.
mais en fait qui n'avaient pas de substance. C'était vraiment presque, j'aime pas dire ce mot parce que peut-être que cette personne se reconnaîtra, mais presque de l'aumône, tu vois. Bien sûr. Il y avait pas de substance, de valeur, et il n'y avait pas cette boucle d'apprentissage parce que il n'y avait pas le recul dont tu as Ok. parlé. C'était vraiment, je me précipite, je produis pour produire, et peut-être qu'à un moment donné, ça va mordre. Je me suis permise de la sensibiliser là-dessus, et en espérant que ça a fonctionné. Mais je pense que tu as aussi, pour compléter ce que tu disais, l'intention de pourquoi tu produis le contenu et quel est le niveau d'interaction que tu veux avec ta communauté, si tu en as une. Ouais, bien sûr, mais c'est ultra intéressant. Moi, tu vois, ça fait vraiment, Internet a changé ma vie. Tu vois, vraiment, l'arrivée de Facebook, avant 2007, on va dire, je ne suis personne. Et après 2007, j'avais deux comptes Facebook qui étaient remplis avec 5000 abonnés chacun. C'est plus des friends à ce stade-là, tu vois. Bon, ça devient un vrai business et je dois une énorme partie de ma carrière grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est très très bien. Mais ça n'empêche pas le fait de se dire, si je pouvais, au lieu d'y passer 2 heures par jour, n'y consacrer qu'une demi-heure, mais je serais tellement mieux, tu vois. La gestion des commentaires, commenter chez soi, commenter chez les autres, mais je pense qu'on est 90% à se dire, mais si seulement on pouvait arrêter ça, ce serait merveilleux à faire des commentaires pour l'algorithme. Moi, je veux bien le... Mais non, mais on est là pour créer des communautés et pour vraiment rencontrer des gens et tout. Non, on est là tous pour faire du business. Et si cet aspect-là, moi j'adore les gens, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à un gars qui va dire ouais, super poste. Ah, vas-y, laisse tomber, viens, commande pas. C'est pour dire ça, commande pas. Mais moi, c'est la même chose. Je vais chez des gens où je me dis il faut que je commande chez eux pour leur apporter mon soutien et tout. Putain, le poste est tellement vide. Tu as envie de leur dire supprime, s'il te plaît. Ou alors va réfléchir à ta stratégie de contenu. Mais tu peux pas. Ou même des gens que tu aimes bien qui parfois vont poster vraiment de la merde. Et là, oh là, là, là c'est encore plus dur. T'as même pas envie de liker, t'as même pas envie d'être associé à ce truc-là. Donc en fait, c'est de la prise de tête sur la gestion des réseaux sociaux parce que j'ai discuté avec des potes qui ont automatisé leurs commentaires. Je vois ce qu'ils ont fait, tu vois, et je trouve ça nullissime. Et je leur ai dit, mais tu trouves vraiment que ça, c'est bon là? C'est nul. Le prompt, c'est toujours le même. Reformule ce que le gars a dit. Oui, tu as raison quand tu dis gna 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 gna. Et en plus, gna 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 gna. Bravo pour gna 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 gna. Nullissime. Qu'est-ce que... Je lui parle même plus, le gars. Je m'en fous. Tiens, tu prends pas le temps de parler pour de vrai. C'est un business pour toi. Et c'est là qu'on est vraiment tous différents. Quand tu disais, ouais, qu'est-ce que tu viens y faire? Eux, ils viennent faire des chiffres. Ils viennent convertir les nouvelles personnes, les nouveaux clients. Mais les gens qu'ils ont vraiment connus, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour ça. Tu vois, ils viennent juste commenter avec leur IA. Et il a beau me dire, non mais c'est moi qui fais la validation manuelle des... Ah donc tu valides cette merde. C'est encore plus dramatique. Si tu me disais que ton... Non mais si tu me disais que ton IA, elle fait tout elle-même, qu'elle poste elle-même, là je t'aurais dit, ok, fine. Mais si en plus tu es obligé de valider ce truc, ah, nul, 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 nul. J'ai essayé de déléguer aussi, compliqué. Parce que, en termes d'image, c'est pas les mêmes réponses, c'est pas les mêmes niveaux de connaissance du copywriting. Tu vois, c'est très compliqué de se dire. Imagine, quelqu'un qui va poster un truc sur influence et persuasion et que moi je vais aller commenter. Ah oui, tu as raison, c'est vraiment un livre important. Vas-y, je peux pas. Je l'ai lu en 2010, je peux te le réciter en long, large, en travers. Je peux dire, ouais, tu aurais pu parler de ça aussi, ou vraiment bien parce que si, ça, au fait, as-tu vu la mise à jour de si, ça? C'est dur, c'est super dur de déléguer. Donc là, je suis dans une phase plutôt calme et de réflexion vraiment parce que bah, on a 24 heures dans la journée, on n'a pas 24 heures à travailler. Est-ce que vraiment je dois mettre 1 heure de commentaires? Mais je suis pas sûr. En ce moment, tu vois, vraiment, je réfléchis là-dessus et je suis pas bien sûr. Mm. C'est rigolo parce que, bon, ça tu peux pas le savoir, mais semaine dernière, alors l'épisode est peut-être sorti ou pas d'ailleurs, j'ai tourné un épisode avec Nathan, coucou, si tu écoutes, Nathan qui est spécialiste automatisation, qui a fait un peu de création de contenu, et on a parlé de ces sujets-là, et je lui ai posé la question à un moment donné, selon toi, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas automatiser? Ouais.
et il est raccord avec toi. Il disait tout ce qui est communication LinkedIn ou réseaux sociaux qui impliquent de l'humain, enfin Bien sûr. de toi en fait, littéralement. Enfin, en tout cas, c'était son avis et j'étais raccord avec lui. Il disait, pour moi, ça doit pas être à automatiser parce que c'est là où on voit en fait qui tu es toi en tant que personne, tes émotions qui sont pas algorithmiques mais qui varient, qui, en fonction du livre que tu as lu, etc., qui peuvent pas être dans l'IA. Et selon lui, c'était vraiment, bah voilà, pour moi, ça doit pas être automatisé. C'est rigolo parce que t'en avais aucune idée. Vous êtes pas dans la même discipline, mais vous êtes raccord. Donc, très bien, ça me va. Donc là, on a beaucoup parlé des choses qu'il faut faire côté IA. On va commencer à en parler sur les choses qui ne font pas faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ce qu'on vient de se dire sur lesquelles pour toi il faut vraiment pas du tout confier à l'IA et qu'on doit garder absolument entre les mains? À part les commentaires, tu vois, je te dirais même que les commentaires, c'est encore plus sensible pour moi, encore plus humain que la production de contenu. Parce que je peux très bien externaliser, imagine si j'ai envie de parler de la technique BAB, ok, ou la structure AIDA pour écrire une page de vente. Je peux externaliser ça à quelqu'un, ok, un ghostwriter, il pourra le faire pour moi, et je relis et je change une ou deux phrases et ça va. Maintenant, le commentaire, il pourra pas. Donc non, non, moi je suis assez partant pour l'outil tant qu'il est bien utilisé, tant qu'il est utilisé avec, en fait, avec raison, avec humanité. Tu vois, c'est ça le truc. Mais quand je vois des commentaires nullissimes, ça m'intéresse pas. Hmm. Ok, Donc non, j'ai pas vraiment de limite, hein, j'ai pas vraiment de limite. T'as envie de faire des recettes de cuisine, vas-y. T'as envie de faire ton programme de sport, fais-le. T'as envie d'apprendre comment investir l'argent que tu as, vas-y, va sur l'IA. Mais sur la production de contenu, moi j'aime bien quand même encore mon idée de, ok, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai cherché sur Google, sur Amazon, sur les sources de avant, tu vois, du monde d'avant. Et puis après, je lui mets mon idée de plan et je lui demande, hey, qu'est-ce que j'ai oublié? Quels sont les plus gros arguments que j'ai oubliés et quels sont les plus petits, les trucs auxquels on pense jamais que j'ai oubliés. Et là, ça te donne encore des réponses différentes. ouais. Ouais, donc au final, la déclinaison, elle est infinie, effectivement. Ouais, bien sûr. Ok. On va se diriger doucement mais sûrement vers la fin. J'ai des questions qui pour moi peuvent être répondues rapidement. Je te laisse les découvrir doucement mais sûrement. Selon toi, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, comment on fait pour se différencier via le contenu ou via les mots dans un monde où au final on est saturé d'informations? En fait, je pense que toi tu parles de copywriting, il y en a plein qui le font. Moi je parle de growth marketing, il y en a plein qui le font. Toi comme moi, on fait comment pour se différencier là-dedans? Par juste nos mots. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que sur la partie combinatoire des mots, tu peux créer des œuvres de folie avec des mots simples. Alors, il a été prouvé, étudié, analysé que Racine, l'auteur français, il a utilisé pas énormément de mots, mais il a fait des trucs de fou en combinant tout ça. Hmm. Donc en fait, cette combinaison, elle vient de notre sensibilité et vraiment de notre singularité. Qu'est-ce que tu as envie d'écrire? On pourrait être plein à écrire sur la communication militaire, mais en fait, non, il n'y a personne qui le fait. Moi, quand il y a le 6 juin, tu vois, 6 juin 44, le débarquement, je peux faire un post chaque année sur le copywriting et la recherche d'efficacité. Comment on se parle quand on est militaire? À l'économie du mot, on n'a pas le temps. On doit prendre 1000 décisions, il n'y a pas le temps. Il faut que ce soit extrêmement codé, extrêmement précis. Mais ça, en fait, ça fait que toutes ces facettes de ma personnalité, c'est ok, j'aime les livres, j'aime le foot, je suis alsacien, gna 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 gna. Tu vois en fait une grande boule disco, tu vois la boule à facettes? Ouais. Mais en fait, c'est toujours toi qui envoie un message, mais tu vas refléter la lumière un peu différemment. En fonction du jour, en fonction de tes envies, en fonction de ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu as lu la veille. Euh, Tu as beaucoup de gens qui sont aussi friands de cette technique du newsjacking ou trendjacking, tu vois. Il y a un truc qui se passe dans les actus, comment on rebondit dessus? On va pas tous rebondir de la même manière, on va pas l'exprimer de la même manière. C'est vraiment juste, chacun il va avec son feeling. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes notamment qui sont un peu tombés trop dans le délire de il faut être un gros rebelle, il faut exprimer des pensées polarisantes, extrêmes, pour n'attirer à toi que des gens qui pensent comme toi. Ouais, pardon, moi j'ai été élevé dans la nuance, tu vois, vraiment. Donc ça fait que mes messages, ils sont beaucoup moins hardcore.
Tu me verras jamais commencer des posts genre voilà pourquoi il faut quitter la France aujourd'hui. Alors, j'en suis deux, trois jeunes, tu vois, mais souvent 20, 25 ans, 25, 30 ans, je vais pas dire pas beaucoup d'expérience de la vie, mais relativement limité. Et du coup, ils tombent dans des délires et ils vont suivre un gourou qui va les amener à communiquer que d'une seule manière. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, quand tu peines à exister sur les réseaux, forcément, c'est une question que tu te poses. Tu dis, attends, 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 en fait, ce que je fais jusqu'à maintenant, ça marche pas. Ils ont raison. Il faut que je devienne ultra polarisant et que je me fasse des ennemis. Parce que si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas réussi. Tu vois, c'est un peu ça, la règle en marketing. Si tu froisses personne, c'est que t'es invisible. Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es en Donc train de c'est remettre en question mon travail, là. Non, non, mais j'ai le même problème. J'ai vraiment. Non, mais je te promets, On j'ai le a... même problème. Parce que pour moi, la nuance, c'est hyper, hyper important. J'ai pas envie d'aller insulter des gens, j'ai pas envie d'aller. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de te dire que t'es nul si tu continues de dire qu'il faut aller à l'école et tout. C'est intéressant parce que je vois la catégorie de jeunes hommes, surtout, qui postent sur le sujet. Il y a moins de femmes qui sont très, très polarisantes. Il y en a une ou deux, tu vois, mais celles-là, je peux mute, ne pas les suivre, je suis tranquille. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même de discours, ouais, très, très, très chaud, très polar. Tu vois, on dit souvent dans le business, l'argent, il est dans le chaud, il est dans le froid, mais il n'est pas dans le tiède. Ouais, Moi, c'est je vrai. suis trop dans le tiède. Tu vois, ça peut être un problème. Ça peut être un problème de, non, non, viens, on discute. Entre êtres humains sensibles, ouais, mais en fait, le problème, c'est que l'être humain sensible, il va pas briller autant que les fous furieux. Hmm. Donc c'est ça la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il faut être fou furieux pour exister dans le business? C'est intéressant ce que tu dis, je suis... J'allais dire, je suis assez tiède aussi. Ouais, mais oui. Et je pense que ça va avec ce que tu disais sur le côté boule à facettes. On a chacun nos facettes, nos expériences. C'est que moi, en termes de croyance, et ça, c'est vraiment une croyance intrinsèque, c'est vraiment dans mon cœur. Je pars du principe que c'est ok si t'es pas d'accord avec moi, et c'est ok si tu me parles de tes arguments. Euh, enfin, on est ok. Enfin, moi, je vais continuer ma vie, toi aussi. Et par rapport à ça, qu'on ait des visions différentes d'un même sujet, c'est ok. Mais il y a des personnes qui vont être très tranchées en disant si tu fais pas comme moi, t'as entre guillemets raté ta vie et je serai jamais dans cette team personnellement. Mais comme t'as dit, souvent c'est cette team qui va faire gagner du business parce que derrière ça fait réagir, ça fait parler, ça grossit, et tu crées, si tu le veux ou pas, une espèce d'émulation. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Je suis d'accord. Donc, on a parlé de plein de choses là aujourd'hui. Tu as parlé aussi de comment toi tu t'es formé en copywriting. Si là j'ai une personne là qui nous écoute qui se dit bon bah franchement Céline il est grave sympa, j'ai passé un très bon moment pendant cette 1h30 de podcast, j'ai envie de me former au copywriting. C'est quoi la première étape? Comment on se lance? À part achète mon bouquin, achète ma Ouais, formation. ouais, non, non, bien sûr. Non, non, ben, c'est simple. Tu vas sur Instagram ou tu vas sur LinkedIn ou sur YouTube et tu cliques sur la première pub qui te plaît, qui te parle, et tu réfléchis. Ok, là, je viens donc de tomber sur une page de capture ou sur une page de vente ou sur une vidéo de vente. Est-ce que j'arrive à la décrypter? Est-ce que j'arrive à voir comment elle est architecturée, comment elle est structurée vraiment? Hmm. Est-ce que ça me plairait d'écrire des trucs comme ça? Est-ce que j'en serais capable? Est-ce que j'aurais la curiosité? Est-ce que c'est un job pour moi parce que je serai à la maison? C'est un job quand même de solitude, c'est un job de recherche, c'est un job vraiment de rigueur. Tu vois, avant de te former, en fait, c'est vraiment la question de se poser, est-ce que c'est fait pour moi? Parce qu'il y a des gens qui adorent la cantine du travail, qui adorent les pauses clopes et les pauses café avec les collègues. Là, c'est pas complètement pareil quand tu bosses depuis chez toi. Tu vois, c'est une question de tempérament. Donc, avant déjà de vouloir se former, c'est se poser la question, est-ce que vraiment c'est pour toi? Et puis ensuite, ok, eh ben, réfléchis à n'importe quel business et essaye d'écrire pour ce business faire une feuille, une page de vente, est-ce que tu arriverais à vendre ce produit? Si l'exercice t'amuse et que c'est plutôt pas mal, bon, là ensuite, tu vas sur le web et il y a 12 000 possibilités de formation en copywriting. La mienne étant la meilleure, c'est bien évidemment prouvé, Oh, je mais sais. évidemment, évidemment. Mais non, non, le premier truc, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment d'essayer de comprendre. Ah ouais, en
En fait, il y a du copywriting partout. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce qu'un site internet, ah ouais, le gros titre ici et la promesse ici, c'est génial. Mais est-ce que ça t'intéresse? Tu vois, c'est vraiment ces questions-là de vendre. Est-ce que ça m'intéresse? C'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde, non? Non, bah non. Carrément. Est-ce que tu as des sources que tu veux partager, des inspirations, des personnes qui t'inspirent au quotidien? Bien sûr, bien évidemment. Moi, c'est surtout des bouquins. Moi, c'est surtout les morts qui m'inspirent, hein. C'est les vieux copywriters, que ce soit David Ogilvy, que ce soit Joseph Sugarman, que ce soit Gary Albert. Tu vas en avoir tellement des gens qu'il faut lire. Et puis après, ça va être plutôt sur la psychologie récente. Il faut lire, vraiment. On en a parlé déjà, mais Robert Cialdini, il faut vraiment, vraiment, vraiment lire Influence et Persuasion. Lisez aussi Dale Carnegie, Comment se faire des amis, ok? Parce que ça reste un classique et c'est important de comprendre comment les humains fonctionnent. Lisez un bouquin ou deux sur le service client, ça peut être bien. Ok, pour la manière d'aborder les clients, pour toujours le oui, merci, remercier toujours les gens. Là, mes références, elles sont très US. J'ai pas lu de bouquin en français sur le service client. Et puis après, le dernier peut-être, Nudge. Nudge, il est très bien aussi pour comprendre. En fait, un nudge, pour vous donner l'exemple le plus connu, si vous ne connaissez pas, c'est dans les toilettes des hommes à Amsterdam, l'aéroport de Schiphol. On a cette photo de l'urinoir avec une mouche au fond. Parce que on s'est rendu compte que quand tu mets cette petite incitation, ce nudge pour les messieurs, on va viser avec notre jet. Et oui, on va viser la mouche. Et du coup, tu as moins d'urine partout, donc il y a besoin de moins d'eau pour nettoyer, donc ça fait des économies d'eau. Tu vois, c'est comment tu vas aider à la prise de décision, comment tu vas designer des comportements. Il y a une expérience qui est faite pour les gamins, tu vois, c'est hyper important pour les politiques publiques. Comment on fait pour que les gamins soient moins obèses? Bon, eh ben, peut-être qu'on leur met moins de frites sous les yeux. Ok, comment on fait? Ben, peut-être que d'abord, on leur met des légumes sous les yeux et que les frites, elles arrivent tout à la fin, dans l'ordre du service. Ah ouais, pas con. Ok. C'est plein de petites choses comme ça qui vous aideront à toujours réfléchir à comment je pousse la personne vers la bonne direction. J'adore cette anecdote des toilettes. Je la ressortirai, je sais pas quand, mais ça existe vraiment à Amsterdam? T'as des petites... Ouais, vraiment, vraiment. Mais ça existe aussi en France, hein. Ces urinoirs, ils peuvent être partout. Mais l'exemple qui est donné dans le livre, ça venait vraiment de l'aéroport de Schiphol. Ouais, ouais. Ok. Donc, t'en as plein comme ça. Maintenant, tu as eu du démarquage au sol. Pendant le Covid, Oui. t'avais des croix rouges pour les endroits où on n'avait pas le droit de s'asseoir. Tu as pareil, parfois des poubelles de récolte de mégots, tu vois, avec des cagnottes ou avec des citations rigolotes. C'est tout ce qui va faire en sorte que tu amènes ton lecteur ou ton spectateur vers la bonne décision. Hmm. Nudge, Nudge. Et pour terminer, cher Céline, qu'est-ce que tu dirais aux personnes pour acheter et lire ce bouquin, le guide du copywriting? Pourquoi il faut l'acheter? Pourquoi il faut le lire? Parce que on a tous quelque chose à vendre, que vous soyez aujourd'hui salarié quand vous rédigez vos mails ou que vous soyez indépendant, vous êtes toujours en train de vendre quelque chose, vendre une idée, vendre une réunion, vous êtes toujours en train de prospecter. Et je dirais que par rapport à la version 1 qui était sortie en 2021, j'ai rajouté trois choses importantes. J'ai rajouté 3 ans de pratique, 3 ans, super, j'ai rajouté 5 ans de pratique du copywriting, déjà, moi, qui écrit pour des plus grosses boîtes. J'ai rajouté 5 ans de formation en copywriting, parce que du coup, ça m'a permis d'être au contact des débutants que je forme, d'entendre leurs questions, et de me rendre compte que dans la version 1, ah ouais, j'avais oublié de parler de ça, tiens. Parce que pour moi, c'était évident. Tu vois, c'est un peu toujours ce syndrome de l'expert, de la malédiction de l'expert. Ah, mais on sait ça. Tout le monde sait ça, non? Ah ben non. Et ça, mes apprentis, toutes les semaines, ils me le montrent. Ah ouais, je peux encore être plus clair. Donc beaucoup plus clair. Et puis, un chapitre, si tu as lu que la moitié pour le moment, Cani, tu n'y es pas encore, mais le chapitre sur comment écrire avec l'IA, sur la partie copywriting augmenté, il arrive un peu après, parce que la version 1, elle est sortie en mars 2021. ChatGPT, c'est novembre 2022. Donc tu vois, il fallait mettre à jour. Et là, je pense qu'on est parti pour 3-4 ans tranquille
sans avoir besoin de mise à jour. J'ai aussi rajouté un chapitre sur copywriting et réseaux sociaux, bien évidemment, Trop bien. parce que je ne l'avais pas fait auparavant. Et voilà pourquoi il faut le lire. Écoute, j'ai envie de te dire, il y a 15 000 exemplaires qui sont vendus de la première édition. Un bouquin, juste pour prendre la mesure, un bouquin, généralement business, c'est entre 1500 et 2500 exemplaires vendus. Donc là, dis-toi qu'on est sur du x10, x5. Il y a une raison. Il est bon et il vous aidera. Et surtout, en fait, un des retours les plus importants, ben, c'est qu'il est concret et vraiment utile. Toi, tout à l'heure, tu me parlais d'actionnable. C'est exactement ça. Tu lis, ah ouais, je pourrais faire ça sur telle page, telle page, telle page. Et moi, c'est ça que je cherche dans les bons bouquins business. C'est un bouquin où je dis, oh, trop bien, il faut que je fasse ça. Je le pose, je mets 2 jours à mettre l'action en place. Ok, je reviens au livre. Il y a des bouquins, je mets genre 3 mois à les lire. Parce que chaque page me donne des idées. C'est un calvaire. Tu vois? Donc, c'est ça que j'aime bien. Et puis, il se lit vite. C'est des chapitres de 4 à 5 pages maximum. Il est fait pour être grignoté, tu vois, et ça va, il va relativement vite. Je remettrai le lien, bien évidemment, en description. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Céline? De rester toujours aussi créatif. Mais ça, normalement, je crois que depuis que je suis gamin, ça va. Donc, alors, la santé, voilà, la santé. Souhaitez-moi la santé comme si on était des grands-mères au Nouvel An, parce que c'est le plus important, la santé. Ah, t'as l'air d'être bien énergique en tout cas, donc c'est ce que je te souhaite vraiment, du fond du cœur. Miroir. Merci. Bah, merci beaucoup Céline, on va se laisser là. Tu reviens quand tu veux. Non, Si mais t'as un merci autre bouquin qui merci pour ressort, tu peux l'invitation, Candy. revenir. C'était vraiment chouette. Très bonne question. Ah, merci beaucoup. Merci de le dire devant mes auditeurs. Ouais, je travaille comme ça. Je ne fais pas que poser des questions, je prépare. Merci à toi et merci à nos auditeurs. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis voilà, achetez le livre de Céline surtout. Merci beaucoup Céline, à plus tard. À plus tard, merci pour tout. Au revoir.